Bonsoir à tous, Denis Réraud, je suis le directeur opérationnel du campus des métiers des qualifications de la relation client en région Sud. J'ai le plaisir effectivement de vous retrouver ce soir 12 mai pour un nouveau webinaire, le 15e, sur une problématique moi qui m'est chère depuis très très longtemps et j'ai trouvé ma jumelle sur ou mon jumeau sur cette thématique-là. L'approche par compétences, la modularisation de la formation, ce sont donc des thématiques qui sont de forte actualité aujourd'hui et nous aurons le plaisir effectivement de pouvoir bénéficier de l'expertise d'Anne de Mester qui se présentera juste après. Vous rappelez tout simplement que ces webinaires sont organisés dans le cadre donc de ces campus des métiers des qualifications qui sont des labels portés par les régions et l'État et les ministères. Il y a 95 campus qui sont labellisés actuellement en France. Il y en a 9 dans la région sud. Et vous voyez en fait les grandes missions qui sont données, dévolues à ces campus. L'objectif majeur, c'est de rapprocher le monde de l'économie, monde économique et professionnel du monde de la formation et par là même de faire en sorte de pouvoir profondément renouveler en fait notre offre de formation de manière à le rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus en lien avec les besoins du monde économique et professionnel. Euh, Dans la région sud, on a 9 campus. Ces campus sont fortement liés au secteur dit d'excellence de la région. Vous voyez le numérique, vous voyez le culturel, vous voyez l'alimentation, l'industrie, etc. Ce sont des secteurs sur lesquels la région sud investit beaucoup et les campus sont censés être des bras armés de la région côté formation. Ce webinaire, ce principe-là, c'est réellement effectivement la manière de nous retrouver dans un espace un peu convivial, du moins on l'espère. Vous savez qu'on développe également une version virtuelle, un campus immersif vers lequel on va aller progressivement. Mais dans tous les cas, c'est un espace effectivement de rencontre, de partage et de confrontation avec des experts. Ce soir, nous en avons une, je peux vous le confirmer, 15e webinaire, 496 participants. Vous êtes 80 inscrits et actuellement 50 utilisateurs. Et majoritairement, vous voyez des enseignants du second degré, beaucoup d'enseignants également de l'enseignement supérieur et puis également des personnels de direction. En clair, tous ceux qui ont compris que cette thématique-là avait effectivement du sens dans le cadre de leur activité. Euh, Rappelez très rapidement que les webinaires, d'autres sont annoncés. Il y en a plusieurs qui sont annoncés, notamment un, moi aussi, qui m'est cher et je crois que également pour d'autres, les communautés apprenantes avec François Tadei, je peux vous recommander effectivement, c'est un temps fort le 4 juin prochain. D'autres dans le site professionnel sont programmés, mais les dates ne sont pas encore connues. Et je viens juste de rajouter ce soir, en fait, il y a bien entendu l'événement autour de l'e-sport le 18 mai. Au-delà de la pratique de l'e-sport, c'est également de voir comment l'e-sport nous renouvelle nos pratiques professionnelles dans le cadre du management. Mais je viens de rajouter en fait un événement sur lequel je voudrais réellement insister. On aura la chance de faire intervenir Claudia Ferrazzi, qui est l'ex-secrétaire générale de la Villa Médicis et qui est l'ex-conseillère culture du président, autour justement de la rencontre du monde des arts et de la culture avec le monde économique et professionnel. Voilà, c'est quelque chose qui est très récent puisque je l'avais encore cet après-midi et la date doit être finalisée. L'enjeu de ce soir, c'est partager une expertise sur un sujet transversal au monde de la formation essentiel depuis la loi pour la liberté de son avenir professionnel. Vous savez combien le ministère s'engage dans la construction d'une société de la compétence. La finalité, moi, que je vois, c'est d'inscrire notre action, voilà, toute personne que nous sommes, chef d'établissement, enseignant, inspecteur, dans la transformation de la voie professionnelle. Le format, vous le connaissez, un temps d'intervention et un temps de chat. Vous utiliserez effectivement ce chat pour poser vos questions tout au long de l'intervention et nous y reviendrons avec Anne. Voilà, j'espère que j'ai dit le principal. Je te donne la main et je te remercie encore de ton investissement et je remercie encore une fois Bruno également pour son soutien. Anne, à toi. Merci beaucoup Denis pour ton accueil. Et oui, effectivement, on partage une même passion sur les compétences. Je m'en suis rendu compte assez récemment et c'est en assistant à des webinaires sur les sciences cognitives, voilà, que j'ai proposé de faire cette intervention. Et écoutez, j'espère
va mutuellement apprendre les uns des autres. Hein. Je travaille sur les compétences depuis un paquet d'années, je dirais presque une vingtaine maintenant. Et je suis chargée de mission approche par compétences à l'INSPE d'Aix-Marseille et j'ai été chargée de mission pendant 4 ans à l'université d'Aix-Marseille auprès de plusieurs écoles et facultés. Donc, je suis maître de conférences en sciences de l'éducation et je viens à l'origine du monde de la santé. Donc, j'ai exercé une profession passionnante, celle de sage-femme, pendant de nombreuses années. Puis, j'ai été sage-femme enseignante et puis directrice et puis j'ai fait un grand parcours qui m'a permis maintenant d'être maître de conférences en sciences d'éducation et aussi en sciences médicales, mais ça, c'est que le doctorat. Je ne suis pas maître de conférences en sciences médicales. Voilà, alors je vais passer, alors pour avancer, voilà, c'est ici. Donc le plan, je vais dérouler ce diaporama en 6 parties. Et bon, vous allez découvrir au fur et à mesure. Je vais surtout m'attarder un peu plus sur l'analyse croisée d'un outil d'aide à la construction d'une ingénierie pédagogique que m'a proposé Denis pour la voie professionnelle et d'essayer de l'analyser à la lumière d'autres façons de faire qui ont été proposées dans l'enseignement supérieur et aussi mises à l'épreuve. Donc une petite introduction hein, pour rentrer dans l'APC. Donc c'est à la fin du XXe siècle et au niveau de l'Europe hein, qu'on a ressenti le besoin de construire et développer des compétences pour plus de mobilité et d'employabilité des citoyens européens. Et après plusieurs réunions, concertations, le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie a été publié et il permet de mettre en exergue les savoirs, aptitudes et compétences des différents niveaux de formation. Donc, d'une façon très générique. Hein, donc là, on voit les formations de l'enseignement supérieur et les savoirs et aptitudes sont partie intégrante des compétences. Donc, cette façon de présenter les tableaux pourrait induire en erreur et faire penser que les savoirs ne sont pas dans les compétences, alors que vraiment ils le sont. Et parfois, on voit des dichotomies dans les référentiels qui opposent savoir et compétences en réduisant les compétences au savoir-faire, ce qui n'est pas du tout souhaitable, en fait. Et bon, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Alors, concernant les métiers, enfin la voie professionnelle, la certification a été complètement revue en janvier 2018. Donc, je ne fais que citer cette date parce qu'elle est relativement récente. Voilà, et on a des formations de niveau 3, 4, 5, 6 pour la voie professionnelle. Donc, la compétence professionnelle, j'ai retenu la définition de Jacques Tardif parce que c'est celle avec laquelle je suis la plus à l'aise, notamment peut-être parce que je viens du monde de la santé et que c'est un expert qui nous vient de Sherbrooke et qui a beaucoup travaillé avec la faculté de santé de Sherbrooke au Canada. Et pour lui, il s'agit d'un savoir-agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. Donc, j'ai choisi cet auteur parce que vraiment les mots-clés, savoir agir, situation, ressources, mobilisation des ressources, voilà, on les retrouve dans beaucoup de définitions. Il y a plein d'auteurs qui ont fait leurs définitions. Mais il faut quand même saluer Guy Leboterf dans le monde de l'entreprise qui a donné vraiment l'impulse en France pour le développement des compétences et des approches par compétences. Je voulais aussi vous montrer ce modèle que je montre beaucoup à mes collègues de l'enseignement supérieur parce que cette compétence professionnelle décrite par Miller, qui est un psychopédagogue nord-américain de Harvard, met en exergue le fait que les connaissances sont vraiment le socle pour construire des compétences. Donc, il n'y a pas de compétences sans connaissances solides. Et on voit que dans nos formations professionnalisantes ou professionnelles, on va s'intéresser beaucoup à ces deux niveaux de la pyramide, hein, les compétences et l'action, donc sur des situations professionnelles authentiques ou simulées. Donc, on va construire d'abord des connaissances et ensuite, ça va nous permettre de construire dessus, sur ce socle solide, les compétences.
Alors les enjeux, ils sont nombreux et tout est orienté en fait pour la réussite des élèves et des étudiants et in fine leur insertion professionnelle. Donc une APC, une démarche APC va offrir plus de lisibilité de l'offre de formation, plus de pertinence, plus de cohérence à la fois dans les dispositifs de formation, mais aussi à l'intérieur d'un territoire et avec cette mobilité. Donc il faut toujours penser aussi Europe. Ça implique beaucoup plus les étudiants, ça les responsabilise, les conduit vers plus d'autonomie aussi, donc on sait à quel point c'est utile et nécessaire. Et donc au global, c'est vraiment une démarche qualité. Alors les principes de base de l'APC, donc c'est un cadre pédagogique qui est centré avant tout sur l'apprenant. Donc ça, c'est plutôt une révolution, notamment à l'université, où c'était assez centré sur le savoir, parfois même sur le professeur qui dispensait le savoir. Et donc d'une approche disciplinaire qui se voulait le plus exhaustive possible, avec des listes, des intitulés de cours, et puis des enseignants qui ne parlaient pas forcément avec leurs pairs et qui ne se concertaient pas forcément. Eh bien, il faut passer à une approche intégrée qui va mettre plus en avant la pertinence des savoirs que l'on va sélectionner, hein, qu'on va mettre en avant pour nos étudiants et nos élèves, et donc avec une équipe qui va avoir une vision collective et partagée et des disciplines qui vont se compléter, converger dans une finalité commune qui est celle de construire les compétences. Donc, vous voyez que c'est deux paradigmes qui sont très différents. Et Denis Berthiaume, à cette image, il dit que l'approche disciplinaire, par contenu disciplinaire, c'est comme un patchwork, c'est-à-dire que chaque discipline serait un petit morceau de tissu qui serait juste à poser à côté d'un autre, et ça fait un ensemble bon, qui est plus coloré, pas forcément harmonieux, alors que une approche intégrée comme le serait l'approche par compétence, eh bien chaque enseignant amènerait un bout de fil de couleur et puis va tisser avec ses collègues des motifs très précis. Et vous voyez toute la finesse du tapis persan par rapport au patchwork. Voilà, donc j'aime bien cette image utilisée par Denis Berthiaume. Alors, travailler en équipe, un nouveau paradigme, et cette vision collective et partagée, ça s'appelle une approche programme. Quand on est un projet, enfin en conduite de projet, en équipe, eh bien c'est une approche programme qui est le préalable indispensable à l'approche par compétences. Et on va donc définir la vision du diplômé par compétences, des compétences qu'il pourra voilà, mettre en œuvre à l'issue de sa formation dans le métier qu'il aura choisi. Quand on fait une approche par compétences, on se rend compte que ça n'implique pas seulement les élèves, les étudiants et leurs professeurs, ça implique des tas de gens autour, soit des personnels administratifs hein, qui sont là en fonction support pour les formations, soit des personnels qui orientent les étudiants, les élèves, donc notamment les conseillers d'orientation, mais aussi les mentors, les parrains, les anciens de l'école, enfin, du lycée ou de l'université, et puis aussi tout le monde professionnel, le monde de l'entreprise, le monde des métiers, et donc avec les professionnels, les maîtres de stage et les réseaux aussi des anciens qui sont intégrés dans le monde professionnel, les alumni. Il y a quelque chose d'également important dans une APC, ce sont les référentiels. Donc, on décrit 4 référentiels qui vont se dérouler dans un ordre bien précis. On a tout d'abord le référentiel métier qui est le point de départ de l'APC, puis le référentiel de compétences pour la formation, après quoi il y a le référentiel d'évaluation, puis le référentiel de formation. Donc, je voudrais souligner avec vous l'importance de la place de la formation dans l'APC, qui ne vient pas à la fin, mais que l'on pense immédiatement dès qu'on a construit les compétences, qu'elles sont définies. Donc, soit on les construit, soit on dispose d'un référentiel où on nous les donne et on se les approprie en équipe. Et on va tout de suite penser comment on va pouvoir évaluer ça. Donc là, c'est vraiment un des points forts des APC. L'évaluation est très précoce de manière à mettre en place un dispositif de formation qui permettra à l'étudiant de réussir ses évaluations. Vous voyez, donc c'est toute
un esprit APC qui fait aussi partie de ce changement de paradigme, de changement de posture. J'y reviendrai plus tard. Il y a aussi tout un vocabulaire et je vous encourage vivement à vous débarrasser du vocabulaire des pédagogies par objectifs si vous les avez empruntés, parce qu'on parle de compétences, on ne parle plus d'objectifs. On parlera d'attendu d'apprentissage ou de capacité, mais je trouve que le mot attendu est assez clair. C'est ce que le professeur attend de l'étudiant et qui va rendre la compétence observable, concrète. Et puis, ça va devenir un acquis d'apprentissage dès lors que cet étudiant ou cet apprenant aura validé, aura montré qu'il est capable de faire. Donc, on peut aussi parler de capacité et on utilise plus volontiers ces mots-là, donc il faut s'y habituer. Donc là, je vous ai mis, comme vous aurez le diaporama à disposition, hein, en dehors du webinaire, le diaporama pourra être aussi mis à disposition. Vous pourrez regarder un petit peu plus finement. Là, je vous ai mis un exemple d'une compétence et de capacité. Et puis, Bertium décrit, on a plusieurs modèles, des approches par compétences quand on observe comment les gens les mettent en œuvre. Alors, le premier modèle, c'est l'approche matricielle qui a été assez encouragée au départ par la DGSIP et l'enseignement supérieur. On met en correspondance des unités d'enseignement et puis on voit les disciplines, enfin les unités d'enseignement, c'est des unités disciplinaires hein, en général, on voit comment elles nourrissent chacune des compétences du référentiel de formation. Et donc là, on va voir, Bertium nous dit, ça fait un audit de la formation, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte s'il y a des trous dans la raquette. Alors en général, chaque compétence est nourrie par des UE, mais on peut avoir des UE qui ne nourrissent aucune compétence. Donc ça permet de faire un petit nettoyage de maquette, mais on voit qu'il n'y a pas de modularisation et il n'y a pas vraiment de transformation pédagogique. Il y a un affichage des compétences et une mise en correspondance tout simplement. Donc ça n'a pas un effet très transformant. Hein, c'est un premier pas en général dans une démarche qui peut être plus longue. Après, on a une structuration des formations par compétences ou bloc de compétences où on va voir une UE égale une compétence. Et puis, quand on a beaucoup de compétences, on peut faire des blocs de compétences par domaine. Par exemple, bon, j'ai plusieurs compétences en gestion, et je vais mettre un bloc gestion. Hein, on va l'appeler comme ça, ou on peut le définir aussi avec une petite expression qui est plus fine, hein, voilà, un groupe, comment dire, un groupe nominal qui va définir ce qu'il y a derrière. Je vous montre ici un exemple d'une formation de l'IUT, une formation licence pro, édition et commerce du livre. Et là, on a une unité d'enseignement égale une compétence. Donc, on a très peu de compétences. Vous voyez qu'il y en a 6. Il y en a 5 surtout. Et la 6e UE, c'est celle du stage qui va permettre de développer les 5 compétences, donc soit en alternance avec des étudiants qui vont, qui viennent entre les cours et leur stage, soit avec un mode classique du stage à la fin de la licence. Donc, plus de lisibilité, une modularité possible et l'importance du stage. Ensuite, on a les approches intégrées où là, on voit qu'on met les compétences en avant et c'est celles-ci que l'on va évaluer. Donc, les unités d'enseignement deviennent des ressources, au sens où Tardif les entend, qui viennent nourrir, construire les compétences. Et les compétences donc, sont travaillées dans plusieurs UE ou dans une seule UE. Et on peut ainsi définir des niveaux de développement de compétences par semestre, par année, par cycle. Donc là, c'est à nouveau des choix d'équipe. Il n'y a pas vraiment de prescription. Donc c'est un choix que nous avons fait à l'INSPE d'Aix-Marseille depuis 2 ans. Donc nous avons des unités d'enseignement, comprendre et analyser les enjeux éducatifs actuels. Eh bien, nous allons avoir ici plusieurs compétences qui vont être évaluées. Et quand elles sont évaluées au niveau attendu, au moins, eh bien, l'UE sera validée et l'étudiant donc est admis à l'unité d'enseignement qui est capitalisable. Alors, on va passer à la partie la plus intéressante, hein, celle que Denis m'a confiée, donc en me remettant cette fiche outil pour construire une ingénierie pédagogique adaptée à l'alternance. Donc, c'est une fiche qui vous sera mise à disposition, bien sûr, qui comprend, et que certains d'entre vous doivent connaître, qui comprend un grand nombre de propositions, un modèle opérationnel déroulé en 16 étapes. Alors, j'ai reporté ici les 16 étapes qui sont toutes voilà, tout à fait logiques, pertinentes, intéressantes, utiles. Et porter une analyse critique n'a pas été
très facile parce qu'il fallait que je trouve quand même des accroches pour éventuellement pour donner des conseils, peut-être pour alléger, parce que je trouve que le modèle est un petit peu lourd, c'est-à-dire 16 étapes, c'est long. Donc, on a quand même une méthodologie qui concilie les exigences d'une démarche APC à celle de l'alternance. Donc, voilà, je trouve ça très pertinent, des étapes clairement explicitées, une incitation à la multimodalité. Donc, cette multimodalité correspond tout à fait au fait que la compétence est multidimensionnelle et qu'il faut l'aborder vraiment avec une variété d'outils, de situations. Et donc, c'est très important. Et puis, ben, mes suggestions, donc, ça serait de renforcer peut-être la cohérence de ce dispositif, de simplifier la démarche en effectuant quelques regroupements et de déplacer un petit peu l'évaluation pour la remettre un petit peu plus haut dans la logique. Donc, quelle est qu'est-ce qu'on appelle la cohérence d'un dispositif de formation? Ben, c'est cet alignement, en fait, à la fois entre compétences ciblées et leur évaluation, entre compétences ciblées et les activités d'enseignement-apprentissage qu'on va mettre pour les développer, et puis entre les activités d'enseignement-apprentissage et l'évaluation. Donc, vous voyez, il y a vraiment 3 dimensions, très bien décrites par Biggs d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et donc, voilà, c'est un petit peu l'intention à donner, c'est de renforcer cette cohérence et de la rendre peut-être plus lisible. Alors, une première piste, c'est celle de Jacques Tardif, avec une APC en 8 étapes. Donc, je vous laisserai découvrir ces étapes peut-être a posteriori, hein, mais ça commence toujours par, voilà, on commence par identifier les compétences, à se mettre à plusieurs pour avoir une conception partagée. On définit des niveaux de développement attendus au terme de la formation. On va établir l'évolution de la formation sur l'ensemble du programme. Donc, il y a des liens avec toutes les ressources. On va cartographier les apprentissages indispensables au développement, configurer les unités, circonscrire tout ce qui est relatif à l'évaluation, et puis enfin, dire à chacun ce qu'il doit faire, formateur et étudiant. Donc, j'ai fait un petit schéma qui est peut-être plus lisible et surtout, j'avais suggéré à Jacques Tardif de remonter l'évaluation un tout petit peu plus haut que ce qu'il présentait dans son déroulé lorsqu'il était venu me voir à Marseille et il avait validé ce schéma. D'ailleurs, il était très content parce que c'est un expert et puis il aime toujours qu'on discute avec lui et puis qu'éventuellement on propose des évolutions à ses propositions. Donc, c'est quelqu'un de très ouvert. Et donc, on avait proposé de préparer l'évaluation très très tôt, tout de suite après les compétences, et de les affiner, ensuite d'affiner le dispositif d'évaluation par la suite. Alors, il y a une deuxième piste que je voulais vous livrer, parce que voilà, ça vous fera 2 modèles différents, qui est peut-être plus, alors elle est plus aboutie, enfin plus simplifiée encore, parce que voilà, c'est des gens, Madame Poumé, Monsieur Georges, qui viennent de Belgique, qui ont beaucoup travaillé avec Jacques Tardif, ont accompagné beaucoup d'équipes d'enseignement supérieur, et eux, ils définissent 6 étapes. Hein, donc, les composantes, les compétences, leurs composantes essentielles, que parfois on appelle critères d'exigence. Donc vraiment pour circoncire la formation, le champ d'intervention, sans vouloir être exhaustif, mais aller à l'essentiel, définir les situations professionnelles où tout va se passer, la formation et l'évaluation, définir les niveaux de développement attendus, définir les apprentissages critiques, donc c'est ce que nous on va appeler les attendus, ou capacités, et définir les ressources, donc jamais exhaustives, hein, c'est le mot d'ordre, mais toujours pertinentes. Donc voilà le résultat d'une approche avec ces 6 étapes. Hein, c'est dans une école d'ingénieurs de Grenoble, l'ENSE3 de Grenoble, réseau des IMP, où on définit, voilà, les compétences sont ici sur les pétales de la marguerite, hein, donc 6 compétences pour tout le parcours. Et puis on a les critères d'exigence ou composants de compétences qui sont ici autour et qui se déroulent par 3 ou par 4. Voilà. Et puis celle qui est blanche, c'est celle qui est commune à toutes les écoles du réseau INP. Et voilà, donc celle-là, ils n'ont pas le droit de la bouger quand ils font leur référentiel. Alors, proposer d'associer les évaluations formatives et certificatives dans un continuum. On voit qu'on avait 4 étapes associées à ça. Donc, l'étape 5, je suis tout à fait en accord, mais le faire dès la planification. Hein, donc, positionner les périodes de certification dès le départ. L'étape 13, aborder les apprentissages dans le cadre de situations authentiques. Oui, ça, c'est un point fort, toujours.
parce que les compétences se construisent, s'expriment, s'observent en situation. Alors, authentique quand c'est possible, et quand on ne peut pas, ben, on va faire de la simulation. C'est ce qu'on fait beaucoup dans le monde de la santé, où parfois il vaut mieux s'entraîner sur des mannequins avant de passer aux vrais patients. Et on voit beaucoup de Fab Labs, on voit beaucoup de simulations maintenant avec la réalité virtuelle. Enfin, on arrive à créer des environnements de simulation. C'est pour ça que je me suis permis de le rajouter. Tracer les activités et les compétences, oui, avec des outils appropriés, hein, les portfolios, les livrets de stage, les carnets de bord, les livres journal, prévoir une partie dédiée toujours dans ces outils à la réflexivité de l'apprenant, parce que si c'est juste des dépôts, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'il a retiré de ses expériences? Comment il s'y prendrait une autre fois? Vous voyez, toute cet accompagnement à la réflexivité est extrêmement important dans les approches par compétences. Et puis reconnaître les acquis, oui, bien sûr, en situation avec des grilles ou par des entretiens d'explicitation, des soutenances de portfolio et pourquoi pas la délivrance de badges qui permet aussi de reconnaître de façon un petit peu isolée des compétences pour les valoriser dans d'autres contextes. Alors, je vous montre ici un exemple d'articulation de cette évaluation à la fois formative puis à un moment certificative. C'est celle qu'on fait à l'INSPE par semestre, où on va mettre nos étudiants dans une situation, on va leur demander progressivement de nous montrer leur production, on va leur donner du feedback, et puis il y a un point de passage à la fin du premier semestre, et on va avoir une commission de régulation. Certains auront déjà validé des compétences, d'autres seront encouragés à forcer un petit peu avec parfois des conseils, une remédiation appropriée pour valider in fine au jury final au semestre 2. Voyez, donc c'est une alternance d'évaluation formative comme un contrôle continu intégral mais pas noté et puis on va valider la compétence. Donc beaucoup de feedback. Alors, il y a quelque chose de très important aussi, c'est de définir les trajectoires de développement des compétences. Donc, on le retrouve dans les étapes 2, 3, également dans l'étape 3 et 8. Et je voulais vous montrer ce que c'était qu'une trajectoire de développement. Donc, on le doit à Dreyfus, on n'a rien trouvé de mieux depuis, hein, du novice à l'expert. La compétence, nos compétences vont se développer tout au long de la vie. Donc, on a été un novice quand on a appris à lire, et puis maintenant, on lit très facilement. On est parfois des experts dans des lectures extrêmement spécialisées. On est passé par tous les stades intermédiaires. Donc ici, vous aurez pour vous nourrir les différents niveaux de développement qui sont bien décrits de façon tout à fait décontextualisée et compréhensible pour tous les champs, tous les domaines. Et là, je voulais vous montrer, eh bien, si je suis capable, hein, si j'ai la compétence d'établir une relation de confiance avec mes patients, eh bien, c'est parce que j'ai, dans le premier degré, appris à parler, à m'exprimer, à échanger avec mes petits camarades et puis avec mon environnement. Et puis, j'ai communiqué en contexte scolaire. Puis après, j'ai appris dans le supérieur à communiquer dans un contexte professionnel avec un vocabulaire approprié, en étant bilingue, hein, en passant du vocabulaire courant avec mes patients à un vocabulaire médical avec mes collègues. Et donc, tout ça se fait dans un apprentissage progressif avec des étapes qui sont clairement identifiées et bien sûr un accompagnement. On a la même chose pour défendre un client. Si je deviens avocat, négocier un projet, dans n'importe quel métier, on va avoir une occasion de s'exprimer avec un vocabulaire approprié. Et donc, la construction des compétences, c'est un continuum qui commence depuis tout petit, hein, de l'école jusqu'à l'université, puis ça ne s'arrête jamais. C'est tout au long de la vie, puisqu'après, on a la formation tout au long de la vie. Donc ici, je vous ai mis aussi un modèle de trajectoire de développement par cycle pour la formation des odontologistes. Alors, j'ai peut-être mon ami Michel Ruquet qui est par là ce soir. Je le salue. Et donc, on a défini 6 compétences avec les collègues de la fac dentaire qu'ils ont déroulées. Hein. Donc, ils ont établi des niveaux. À quel niveau on est quand on est au premier cycle, au deuxième cycle ou au troisième cycle des études d'odontologie. Donc, on peut reporter ça, le transposer à l'échelle d'une période scolaire, d'un semestre, d'une année ou d'un cycle. Tout dépend du format, de la durée de la formation et du découpage que l'on souhaite faire. Donc, on va avoir une granularité plus ou moins fine. Alors, on ne pourra pas aborder aujourd'hui hein, l'évaluation de l'approche
toute sa finesse, avec les niveaux de développement, comment on définit tout ça, comment on va qualifier ce que l'on observe avec des grilles. Donc, je vous donne juste les grands points de l'évaluation des compétences. Donc, elle est basée sur une évaluation formative qui joue un rôle majeur, hein, avec beaucoup de feedback ou rétroaction en français. Il faut évaluer ce qui est important pour les apprenants plutôt que ce qui est facile à évaluer. Donc ça, c'était un petit peu un travers de la pédagogie par objectif. On finissait par évaluer des choses accessibles, faciles, et puis après, dans la vraie vie, ça n'allait plus. Et l'évaluation se doit d'être située en contexte, authentique ou simulé, avec des niveaux de complexité qui vont aller croissant. Et on va évaluer très régulièrement le degré de maîtrise des ressources. Donc, il ne faut pas se priver d'évaluer les connaissances, les habiletés, hein, même de façon très isolée, fractionnée. Et puis, on va évaluer périodiquement, et là, de façon très globale, dans des situations intégratrices, le niveau, le degré de développement des compétences. Donc, on va être très, très fluide entre les trois modèles de Vial parce qu'on va beaucoup accompagner, donc on sera dans la zone orange de gestion des apprentissages avec une évaluation formative, du feedback, l'auto-évaluation de l'étudiant. On va donner du sens avec la construction du portfolio, l'auto-évaluation, éventuellement l'évaluation par les pairs. Et on va venir remettre sa casquette de contrôleur pour valider, certifier la compétence à un moment. Donc, vous voyez on va on navigue vraiment dans les trois champs de l'évaluation tels que Vial nous les propose. Et donc, on va privilégier bien sûr l'observation de situation. Et donc là, on insiste hein, avec Denis sur l'importance des alternances en entreprise, et donc, y compris dans le milieu universitaire, l'importance des stages avec le portfolio, les badges pour valoriser tout ce que les apprenants vont apprendre. Donc, je vous cite Sacoche, qui est donc le portfolio du second degré. On a Karuta, et on a aussi les open badges. Alors, on va très vite passer sur une illustration de la mise en œuvre de l'APC dans notre université, juste pour vous montrer les effets bénéfiques. Ça a commencé en 2016, il y a 4 ans. Tous les secteurs disciplinaires étaient représentés par 15 facultés sur 18 hein, qui ont décidé de s'engager dans une transformation pédagogique plus ou moins importante. Et on avait une très très grande variété des projets de transformation pédagogique avec des contextes très variés. Ce que j'avais observé, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui travaillaient en équipe, et puis il y en avait qui avaient mis déjà dans leur parcours des activités que l'on qualifie d'activités intégratrices en APC, comme les conduites de projet, les stages, les mémoires, et voilà, donc des choses très intéressantes sur lesquelles s'appuyer. J'avais rencontré tous les référents APC de notre université pour voir un petit peu quels étaient les freins, les attentes, et ça nous a permis de définir un accompagnement très personnalisé des différentes composantes et de leurs projets, avec un comité de suivi mensuel, donc un groupe de pairs hein, qui avançait dans l'entraide, l'émulation. On a demandé à notre université, à nos instances, une note de cadrage, justement pour garantir le respect des projets de chacun, la liberté d'y aller un peu ou beaucoup plus, et puis un accompagnement que j'ai effectué au plus près dans les composantes avec une disponibilité, puis dans le respect des projets de chacun, en essayant de m'approprier à chaque culture, chaque champ disciplinaire, et puis bien sûr en appui avec le Centre d'innovation pédagogique et d'évaluation qui a mis à disposition des formations, qui a fait des conférences en invitant des experts et des ateliers. Voilà, donc au résultat, eh bien, on a fait un petit bilan en 2019 qui a montré l'engagement. Vous voyez, tout le monde n'y est pas allé de la même façon. Certains emmènent tout, d'autres emmènent quelques parcours. Et on a 3 composantes qui se sont mises un petit peu plus en avant. On a l'IAE d'Aix-en-Provence, l'INSPE et la fac dentaire. Donc l'INSPE est allé dans une démarche très aboutie en se débarrassant de la notation, vraiment dans une démarche APC totale. Voilà, c'est pas toujours facile, il faut le reconnaître. Hein, on réfléchit, on se réunit, on avance. Des fois, on a l'impression de reculer un peu, et puis après, on réavance. Et voilà, c'est un long parcours. Alors, le bilan et la valeur
rajouter, c'est qu'on a mis en évidence, cette démarche, elle a mis en évidence les forces internes qu'il y avait dans chaque composante au niveau pédagogique, c'est-à-dire qu'on part rarement de zéro, mais on n'a pas conscience de ce qu'on fait de bien. Il y a eu la découverte du travail ensemble, de travailler en équipe, et donc un vrai plaisir au bout d'un moment. Au début, c'est pas facile. D'abord, on a beaucoup de mal à se réunir, et puis après, c'est pas toujours facile. Il faut laisser lâcher un peu de terrain, on perd un peu de liberté, mais on finit par construire de très belles choses qu'on n'aurait pas fait tout seul. Donc, c'est assez positif. Ça a vraiment augmenté la lisibilité des parcours. Ça a remis en perspective l'évaluation. Ça m'amuse beaucoup parce qu'on se pose beaucoup de questions sur l'évaluation alors que ce n'est pas du tout lié à la démarche APC, c'est lié à l'évaluation générale le plus souvent. Un autre regard sur nos étudiants, une très bonne acceptation de leur part parce qu'ils ressentent moins de pression, nous disent-ils, et ça c'est dans plusieurs champs disciplinaires, j'en discutais encore ce matin avec un collègue. Modification de la posture de l'enseignant qui devient un accompagnateur, un facilitateur dans cette démarche de développement. Et on peut aussi différencier les parcours, mieux accueillir les étudiants à besoins particuliers. On s'est rendu compte aussi de l'intérêt d'un service d'appui à la pédagogie, l'Université de Toulon qui n'en a pas a beaucoup recours au nôtre d'ailleurs, et tout ça pour beaucoup de satisfaction, de motivation, même si parfois le chemin nous semble encore long. Et voilà, il ne faut pas être trop pressé, et ça il faut l'expliquer à nos instances supérieures, c'est que la transformation pédagogique, ça ne se fait pas en 5 minutes. Voilà, j'espère que je suis dans les temps. Quelques clés pour réussir, donc travailler en équipe, on vise la pertinence plutôt que l'exhaustivité et on s'inscrit vraiment dans une démarche qualité qui prend du temps. Les effets attendus, c'est vraiment ce changement de posture des apprenants, des formateurs, une approche intégrative et interdisciplinaire et l'accès à une pédagogie différenciée qui est vraiment une force aussi. Les ressources complémentaires que Denis vous a indiquées, voilà, avec plein de liens pour aller plus, voilà, pour avoir quelques ressources en plus des bibliographies que je vous ai indiquées. Et j'ai fini, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir trop dépassé le temps, Denis. Non, 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 c'est parfait. J'avais été donné la limite de 30 minutes à 19h12 et il est 14, donc écoute, je te félicite, vraiment. Écoute, on va te laisser juste respirer. Effectivement, pour moi, c'était très fluide, effectivement, et tu as répondu en partie à la commande et notamment en t'inspirant fondamentalement de ton expérience et ce que tu as pu mettre en place donc au sein de l'INSPE, mais également en acceptant ce défi qui était d'avoir une analyse un petit peu critique. On va y revenir sans doute sur la proposition parce que l'enjeu majeur aujourd'hui, effectivement, c'est de voir quelle est notre capacité dans la voie professionnelle à dépasser, je dirais, le fait de mettre en œuvre les compétences, mais de construire réellement des ingénieries par compétences et notamment des ingénieries modulaires, parce que c'est bien vers cela enfin, du moins, que les référentiels vont progressivement s'articuler, et c'est un enjeu sans doute également de développement majeur de nos établissements. Alors, il y avait peut-être juste, si on va rentrer dans les questions qui ont été posées durant le chat, notamment Damien Brochet du CEREC, qui nous interpelle sur le partenariat avec les entreprises, effectivement. Alors, par exemple, il te questionne sur ne craignez-vous pas que cette approche très structurée dissuade un peu les professionnels d'être embarqués dans l'APC par difficulté à maîtriser tous les éléments du processus. C'est un des éléments majeurs de l'alternance que d'associer les professionnels. Nous, alors, je ferai un aparté, comment nous, effectivement, on les co-construit finalement, ce travail-là avec les professionnels. Qu'en est-il en université? Alors, je pourrais donner l'exemple de l'IMPJT, par exemple. Je n'ai pas parlé du Master in Donc parce que je ne pouvais pas parler de tout, mais ça a été mon premier bébé de transformation pédagogique. Et donc, ils ont parfaitement intégré tous les professionnels du monde culturel. Alors déjà, ils sont toute petite équipe pédagogique, beaucoup de vacataires qui viennent du monde professionnel et de la culture. Et eh bien, ils les intègrent dans le conseil de perfectionnement. Donc, ce n'est pas eux qui sont vraiment aux manettes de l'ingénierie pédagogique. Par contre, la maquette, ce qu'on appelle la maquette chez nous, hein, c'est le dispositif de formation que l'on distingue du dispositif d'évaluation qui s'appelle les modalités de contrôle des connaissances et qui maintenant, grâce à l'INSPE est devenu
les modalités d'évaluation des compétences, hein, pour ceux qui sont par compétences. Et donc, ces MEC et cette maquette sont soumis lors du conseil de perfectionnement. On les montre de façon assez comment dire, digeste, hein, sous forme de diaporama. Moi, j'ai assisté une fois à une séance, et là, tous les acteurs du monde professionnel étaient amenés à donner du feedback, à dire oui, ça nous semble cohérent, ou il faudra ajuster ceci, cela. Donc, on a eu le droit à la parole, un droit de regard pour consolider. Et après, ben, évidemment, il y a des allers-retours. Hein, c'est un travail permanent de relation entre l'école et le terrain, quoi. Hein, voilà. Est-ce que les professionnels sont impliqués dans l'évaluation? Parce que ce que tu décris finalement dans l'enseignement pro, dans les référentiels, dans les CPC, les professionnels effectivement co-construisent les référentiels et vous savez que depuis la loi, on a les branches professionnelles ont davantage de responsabilités dans la coécriture des référentiels, y compris les règlements d'examen. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Qu'en est-il justement à l'université? Est-ce que les évaluations sont partagées, il y a de la coévaluation? Alors, dans le cas du Master donc de l'IMPGT, oui, tout à fait. Après, ça dépend un peu des composantes. Si tu veux, c'est, je pense que tout le monde a l'esprit ouvert là-dessus. Déjà, à l'université, on va pas très vite non plus. On a des collègues bon, à l'INSPE, il D'accord. y a des pros, des grilles, mais dans le champ des sciences, où on a fait des ateliers par le passé, on a fait des ateliers de grilles d'évaluation qui permettent d'observer les situations justement. Donc, il faut apprendre à faire tout ça. Les gens montent en compétences et après, ils les soumettent, ils les partagent. Donc, ça dépend des parcours plus D'accord. professionnalisants que d'autres. Mais le principe, Très oui, bien. D'accord. c'est Alors, vraiment d'accueillir. Les centres de je- perfectionnement sont vraiment là pour ça. Hein. Alors, je te propose maintenant de rentrer un peu plus dans la voie pro, puisque la majorité de nos collègues sont présents et sans doute ont des questions sur la voie professionnelle. Il y a quand même une des questions qui revient, notamment, je vois, c'est la difficulté finalement. Certains voudraient se lancer là-dedans, dans cette ingénierie, mais ils se sentent seuls. Effectivement, on est bien d'accord que c'est une dynamique d'établissement. Ce matin, j'écoutais un autre webinaire sur ce même sujet. Il parlait de transformation culturelle de l'établissement. On est bien dans cet enjeu-là d'embarquer tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire toute l'équipe pédagogique. Mm. Oui, tout à C'est fait. Tous ça? les membres de l'équipe, bah oui, tu sais, on peut le dire parce qu'on peut en témoigner. Hein. Il y a beaucoup de collègues de l'INSPE qui sont avec moi ce soir et vraiment on peut en témoigner. C'est que toute notre équipe administrative du service formation a été très mise à contribution parce qu'on transforme tout. Donc, c'est pas seulement la façon de s'y prendre avec les étudiants, la façon de penser les choses et la mise en œuvre. Il y a aussi tout ce qu'il faut qui suivent derrière en termes Alors, de services de formation, quoi, tout leur travail que je alors, connais pas bien, mais qui est Alors nous important. on a un enjeu, pardon, excuse-moi. Nous on a un enjeu en fait dans la voie professionnelle. Autant je dirais l'enseignement professionnel, on a des référentiels qui sont construits en blocs de compétences. Donc on peut se dire que majoritairement déjà les enseignants travaillent finalement par compétences, ils évaluent par compétences, etc. Donc on est peu ou prou finalement dans certains modèles que tu nous présentais d'ailleurs. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces blocs de compétences soient partagés, soient pluridisciplinaire, soit donc avec donc des interactions entre notamment les compétences un peu plus transversales, voire des compétences un peu plus disciplinaires, et de la manière à faire en sorte que toutes les toutes les disciplines nourrissent l'objectif de maîtrise des compétences professionnelles. Euh, euh, et ça, c'est un enjeu difficile parce que finalement, on est encore dans des schémas et des ancrages de pensée entre l'enseignement général d'un côté et l'enseignement professionnel. À l'université, vous êtes arrivé comment à faire ces ponts? C'est-à-dire que dans les maquettes, on préconise d'être effectivement assez interdisciplinaire. J'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps. On voulait mettre en exergue une compétence de communication. Et on se dit, oui, mais la communication, elle est tout le temps au service des autres compétences. Elle est intégrée aux autres. Donc, pourquoi la mettre à part donc, après, il y a des choix d'équipe. Mais effectivement, si tu veux, il y a eu de très mauvais messages qui ont été passés avec des référentiels, je pense notamment aux référentiels de licence, qui créent déjà des typologies de compétences. Or, ça ne Oui, semble pas très pertinent quand on est très près des métiers de créer des typologies.
On peut le comprendre peut-être, et encore, hein, mais les puristes de l'APC, tels que Jacques Tardif, quand ils voient des typologies de compétences, en parlant de compétences transversales, pour lui, ce sont des capacités. On parle des compétences psychosociales, là, moi je les étudie beaucoup en éducation à la santé. En fait, ce sont des capacités, la capacité à développer un esprit critique, à Mhm. renforcer les signes de soi. C'est pas des compétences Oui, oui, au oui. sens Alors, professionnel qui doivent être très bien. Alors, intégrées, celles-là. il y a une question et je voulais y aller. Je remercie Madame Rézillac. Ce matin, j'entendais et je pense que c'est aussi peut-être des messages que les enseignants doivent entendre. Un inspecteur général d'économie-gestion disait très clairement qu'aujourd'hui, il fallait arrêter d'évaluer des connaissances. Ça n'avait pas de sens. L'évaluation des connaissances, elle se fait dans le cadre d'une situation professionnelle et elle se fait justement à la lueur de l'activité qui est conduite, qui permet entre autres effectivement de pouvoir quand même évaluer les connaissances, mais dans le cadre d'une situation professionnelle. C'est un élément, nous, pour tout te dire, dans la voie professionnelle, on est encore parfois sur des schémas où on dissocie le programme qui est évalué de manière empirique sous forme de connaissances et les compétences. Vous Mhm. êtes comment justement, comment vous évaluez ces connaissances-là? Dans le cas de situations professionnelles? Ça dépend vraiment des filières. Là, je vois à l'INSPE, nous, bon, on est dans un modèle assez abouti. Et pour nous, la connaissance fait partie de la compétence. Donc, on met l'étudiant dans une situation intégratrice. Et voilà, donc on ne vise pas l'exhaustivité de sa connaissance. On lui apprend à aller chercher des ressources, à les mobiliser, à les tisser au service d'une production, à partager les productions entre les collègues d'une même promo. Moi, c'est ce que je fais en éducation à la santé. Ils font une conduite de projet sur une thématique qu'ils choisissent. Ils n'en gèrent pas 10. Donc, il n'y a pas d'exhaustivité. Par contre, on sait qu'ils seront capables, le jour où ils décident de travailler sur le tabac, d'aller chercher des connaissances sur le tabac. Mais après, tu as des domaines entiers. Je pense à la santé parce que c'est un domaine que je connais bien et j'ai travaillé avec mes collègues de différentes universités en France. On a fait une petite plaquette pour expliquer la démarche d'approche par compétences en médecine. Et là, on utilise toujours cette dichotomie, les connaissances et les compétences. Et il y a toujours une évaluation des connaissances à la faculté et les compétences cliniques sur le terrain à l'hôpital. Et ça, c'est vraiment, c'est des cultures. Donc, Mhm. c'est, ouais, le Alors, modèle parfait, il est inspiré. Mais voilà, bon, on il y va a des choses. revenir, oui, on va revenir sur l'objet d'évaluation. Je sais que plusieurs collègues, moi pour moi en fait, j'ai un maître. Tu parlais d'un mentor tout à l'heure. Modestement, je dirais que le référentiel pour moi qui a été un déclencheur, c'est le référentiel du bac pro GA, gestion administration, qui a été construit, rédigé en grande partie par Didier Michel, qui est un expert en didactique professionnelle, et je pense qu'il avait tout compris. On a effectivement, lisez-le, pas le nouveau, enfin le nouveau je l'ai pas encore disséqué, mais le bac pro GA, gestion administration, la, la structuration, c'est réellement en fait, je dirais, une structuration qui reprend tout à fait la philosophie de l'approche par compétences. Au-delà de ça, je voulais te poser la question sur le portfolio, l'évaluation par compétences, et notamment le portfolio et la question de la réflexivité, parce que c'est un élément important, et notamment dans ce bac projet A, il y avait beaucoup de fiches de situation professionnelle sur lesquelles finalement les élèves devaient expliciter la compétence, l'objectiver, la mettre en mots, etc. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur cette question importante de la réflexivité et aussi de la trace? Le portfolio peut en être une, pardon. Oui, alors, un portfolio qui servirait uniquement de zone de dépôt pour mettre des traces. Alors, on fait des choses et on prend des photos, on fait un projet et on décrit le projet. Ce n'est pas suffisant. Moi, je l'ai vécu. J'avais fait un portfolio comme ça pour comptabiliser des actes de soins, des actes médicaux. Et après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un grand bénéfice pour l'étudiant. C'était vraiment une vision très comptable. Et après, on s'est dit, on va intégrer de la réflexivité. Et là, ça a complètement boosté les apprentissages. Se poser des questions sur ce qu'on vient de faire. Comment je m'y suis pris? Pourquoi? Avec quels moyens? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et dans la prochaine situation, est-ce que je referai pareil? Et si on me demande de refaire tout de suite, qu'est-ce que je vais modifier là tout de suite si j'avais une deuxième chance?
Et donc cette réflexivité, donc elle est, il faut vraiment inciter l'étudiant. C'est pas très spontané d'être réflexif, mais enfin, il y a des sujets qui sont réflexifs de façon inconsciente, et c'est ceux qui réussissent le mieux souvent. Hein. Donc il y a On vraiment est au cœur, on est au ouais. Pardon, on est au cœur de la consolidation des apprentissages, le modèle en Oui, fait des sciences cognitives. On est réellement là, au cœur de cet oui, élément-là. D'accord, d'accord. Ça, oui, c'est parce un élément important. Et justement, tu as parlé à un moment donné de dire, d'évaluer ce qui est important. Je me rappelle avoir que entendu oui, récemment Jean-Luc Berthier dire oui, que la grande question, effectivement, c'est de mettre en évidence l'essentiel. oui. Et de mettre et de passer moins de temps sur l'à côté. Et je crois que la grande question aujourd'hui pour un enseignant, c'est dans tout le programme, qu'est-ce qui est l'essentiel à retenir et c'est sur cet élément que l'on va porter attention justement sur la maîtrise ou non de ces éléments-là par les élèves. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Absolument d'accord sur, avec toi et avec Monsieur Berthier. Aller à l'essentiel et ne pas aller dans les coins. Surtout pour l'évaluation. On en parlait encore ce matin avec Michel Ruquet de la fac dentaire. Euh, on a parfois l'habitude pour voilà l'examen le plus important au moment du diplôme d'État, on va poser un sujet extrêmement complexe. Et en fait, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie pour un dentiste, ça va être de soigner ses patients sur des situations assez récurrentes. Et donc Oui, c'est là-dessus qu'il faut les interroger. Tu vois, donc d'accord. c'est ça aller à l'essentiel. Alors, Mm. j'ai noté, alors il y a une question à un moment donné sur le numérique et je voudrais en fait faire venir peut-être sur les open badges parce qu'effectivement, ce matin d'ailleurs dans cette webconférence nationale, ils l'ont évoqué, j'ai posé moi-même des questions, mais justement, euh, tu pourrais peut-être nous parler peut-être des open badges de manière très courte et voir finalement le potentiel des open badges par rapport à l'APC. Alors, les open badges permettent de valider, de reconnaître une compétence, ou plusieurs, hein, avec une petite, c'est dématérialisé, hein, c'est quelque chose de numérique, mais qui ressemble vraiment à un badge, un petit blason qu'on peut personnaliser. Donc, il existe une Open Badge Factory, on peut tout à fait construire et personnaliser ces badges. D'ailleurs, Campus a un badge que vous allez recevoir, donc vous verrez à quoi ça ressemble. Et on peut mettre une petite étiquette, une carte d'identité avec plus de développement. Donc ces badges, ils peuvent être institutionnels, délivrés par un organisme, une école, une faculté ou un organisme public. Et puis ils peuvent aussi être délivrés par des pairs ou par des professionnels. Donc voilà, c'est une valorisation. Ça ressemble un petit peu aux étoiles qu'on pouvait avoir au ski et qui témoignent d'un niveau. D'un niveau, donc on peut graduer les badges et voilà, Oui. donc c'est c'est Ce la ce qui est reconnaissance. très... Pardon, vas-y. Oui, non, non, c'était ça. C'est pour Ce- dire que ce- dans le futur, c'est ouais. quelque chose qui devrait circuler. Voilà, mais ce qui est très intéressant et peut-être qui doit parler d'être à un grand nombre de participants et par rapport justement à ce sujet, c'est l'endossement des badges. Il n'est pas restreint, je dirais, aux seuls enseignants et là je fais le lien peut-être avec les professionnels, mais peut-être également aussi à tout l'environnement, à toutes ces alliances éducatives que l'on peut trouver dans nos partenaires, au-delà, je dirais, de notre cercle, qui permet effectivement de valider des compétences. La certification, c'est un autre domaine parce que ça relève peut-être d'un ministère en particulier, peut-être, euh, mais c'est cette idée-là effectivement d'endossement et c'est surtout l'élément de se dire qu'on évalue lorsque l'élève est prêt. C'est ça aussi le principe. Aussi, puisque là, il y a pas de pression. C'est en fait la reconnaissance quasi a posteriori. Quand on observe quelqu'un qui mérite le badge, ben, on va pouvoir lui délivrer. Donc, On c'est extrêmement renverse. intéressant. On Ouais. renverse, tout à fait. Et par exemple, la caravane citoyenne, la Ligue de l'enseignement, que tu dois connaître, est en train de mettre en place des badges pour tous les compétences citoyennes. Donc ça, Mhm. je pense que ça renforce aussi l'estime de soi, parce que la délivrance, alors ça peut ressembler un peu, ça peut être très behavioriste et perçu comme les bons points qu'on délivrait à l'école auparavant. Donc, il ne faudrait pas basculer là-dedans, quoi. Aussi, c'est à nouveau une forme de reconnaissance il ne faut pas voir ça comme un bon comportement, mais vraiment la reconnaissance de la compétence. Voilà. Et c'est aussi ce qui Mhm. va faire Alors il y avait, la qualité de chacun, parce on va tous reconnaître que nos apprenants sont différents. Ils n'auront pas les mêmes badges.
ils sont pas bons partout de la même façon et donc ça reconnaît tout en entretenant une différenciation qui peut être extrêmement intéressante et enrichissante. Se dire qu'on a un expert Oui. en numérique dans le groupe et puis un autre qui est plutôt expert en communication. Ou, voilà, donc ça, et après, de toutes ces différences reconnues, on fait une force et on peut construire ensemble. Donc c'est dans Alors la là, tu perspective des évoques objectifs, c'est très puissant, je pense. tu évoques effectivement l'impact de l'APC finalement sur les élèves. Enfin, moi j'ai noté au niveau des équipes, tu as parlé à un moment donné en termes de GRH, mise en évidence des forces internes. Dans le cadre finalement de ce travail, on est d'accord que ça permet aussi pour chacun des acteurs que sont les enseignants et les partenaires, c'est peut-être aussi la capacité de pouvoir se sortir également de sa discipline, de pouvoir sans doute à travers l'APC, on est plus restreint finalement dans sa discipline, on construit un projet commun et on déborde largement de sa discipline. C'est en cela que tu avais parlé de mise en évidence des forces internes. Oui, c'est aussi parce qu'on avait fait un peu un diagnostic en disant comment fonctionnez-vous, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez mis en place pour les étudiants, etc. Donc, c'est là que j'avais fait remonter au vice-président formation, par exemple, qu'il y avait plein de filières déjà où on faisait des conduites de projets, des projets commandés par des entreprises. Donc, c'est des choses, il me dit, mais je ne sais pas tout ça, comment ça se fait, je ne sois pas au courant, parce qu'il y a des profs aussi qui avaient changé leur façon de faire parce qu'ils se rendaient compte, de façon un peu intuitive ou par insatisfaction de ce qu'ils faisaient jusque-là, ils ont eu envie de changer, d'innover, et puis ils l'ont fait sans en parler. Et finalement, c'est resté dans cette grande université, il y avait plein de petits îlots où on faisait des choses extraordinaires qui ne se savaient pas. Et donc ça a permis de valoriser et d'identifier aussi qu'il y avait des gens qui s'étaient formés, qui pouvaient apprendre aux autres, partager avec leurs pairs, etc. Donc ça, oui, ça a identifié les forces parce qu'on a fait cette étape un petit peu de diagnostic, de remise en question avant de démarrer l'approche par compétences, quoi, de s'interroger en disant voilà, qu'est-ce qu'on a de solide, sur quoi on peut s'appuyer. C'est même moi parfois qui disais, mais oui, mais ça c'est formidable, vous n'allez pas l'abandonner, mais il faut le remettre au cœur. Par exemple, Mhm. les TD de droit pouvaient sembler très théoriques, et en fait, c'était des cas de résolution juridique qui étaient vraiment une force dans le cadre d'une approche par compétences. C'était des Mhm. situations très professionnelles. Et il n'en Alors avait pas je tout. vois, mais je vois il y a quelques réactions, mais on va bientôt s'arrêter. Je m'en excuse, mais il y en a une particulièrement où effectivement on n'est pas là non plus, je pense, à dire que il faut tout raccrocher aux situations professionnelles. En clair, de ramener tous les enseignements généraux sur des situations professionnelles, parce que dans ces enseignements, il y a aussi énormément de compétences transversales qui peuvent je dirais, s'exprimer pas forcément dans le cadre d'une situation professionnelle, mais dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai qu'on est dans tous les cas à ne pas opposer les enseignements, mais à construire des liens entre eux. Et je pense que travailler par bloc de compétences et par approche par compétences, ça permet effectivement de trouver à un moment donné ces liens entre les disciplines. Et dans tous les cas, c'est une question de sens pour les enseignants, mais surtout pour les élèves. Et donc c'est un élément bien entendu clé. Le co-enseignement, par exemple, qui est mis en évidence aujourd'hui dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle entre des enseignements professionnels ou du français et des mathématiques, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir justement travailler ensemble autour de mêmes compétences. Alors, je vais te donner le mot de la fin puisqu'il est 19h36. Bien entendu, je remercie l'ensemble des participants d'avoir joué le jeu, d'avoir exprimé effectivement quelques-uns quelques questions. Vous pourrez éventuellement compléter, nous adresser peut-être des questions complémentaires. Dans tous les cas, je souhaiterais quand même vous annoncer le fait que vous trouverez dans les ressources des fiches que l'on a construites, notamment on souhaiterait développer en fait cette approche par compétence, cette ingénierie par compétence en CAP et en bac pro, et on est à la recherche de terrain de jeu entre guillemets et d'équipes, mais d'équipes
équipes ouverts, bien entendu, avec le monde économique et professionnel. Donc là, il y a un enjeu réellement et je pense que à la fois le nouveau CAP, équipier polyvalent du commerce, les nouveaux bacs pro dans les filières des métiers de la relation client peuvent être des terrains d'expérimentation et de jeu particulièrement intéressants. Vous aurez noté également que nous allons lancer tout un programme de formation à distance dans le temps euh, avant l'été pour un module un petit peu nouveau autour des sciences cognitives, puisque c'est donner aussi la possibilité à des équipes et des établissements de rentrer, je dirais, dans ces dispositifs-là de manière à revoir leur méthode de pensée, leur méthode de travail, etc., afin de vous accompagner dans ces démarches-là. Bon, mais nous aurons l'occasion sans doute d'y revenir. Je te donne le mot de la fin, je vous remercie et j'espère vous retrouver très prochainement. Anne. Oui, bah merci beaucoup Denis. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Ça passe très très vite. Il y aurait plein de choses à dire encore. Donc, bon, comme on nous l'indique dans l'approche par compétences, il vaut mieux aller à l'essentiel et ne pas rechercher l'exhaustivité. J'espère que cette intervention vous aura donné des pistes, des envies d'agir. Et voilà, il n'y a pas une façon de bien faire. De toute façon, il y en a plein. Ce qu'il faut, c'est la construire en équipe, si, autant que faire se peut, parce que c'est ça qui est vraiment enrichissant. Voilà, il n'y a pas vraiment un modèle à appliquer, il y a le modèle à trouver avec ses collègues de manière consensuelle, et c'est ça qui est satisfaisant. Puis c'est jamais fini, hein. On peut toujours améliorer au fil des ans, on a envie de recommencer, d'affiner, de changer, et c'est ça qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Donc moi je trouve que voilà, être enseignant, c'est merveilleux.